Vous êtes ici pour en apprendre plus sur le Camine. Si vous n'avez pas vu la vidéo sur le clustering en début de cette formation, je vous encourage à aller la voir. Car il y a pas mal de choses ici que l'on va utiliser et que je vais prendre pour acquis et qui sont expliquées dans cette vidéo. Camins est l'algorithme le plus utilisé lorsque l'on entraîne des modèles de clustering. Et ça vient principalement du fait que son fonctionnement est vraiment très simple. Il est très simple à comprendre mais aussi à utiliser. On a vu dans la vidéo précédente sur le hierarchical clustering que c'était aussi un algorithme très simple à utiliser, mais il avait un gros défaut et il ne pouvait pas être appliqué sur de nouvelles données. Pour inclure de nouvelles données dans le modèle, on devait les inclure à l'ancien jeu de données d'entraînement et réentraîner un nouveau modèle. Donc lorsque l'on travaille avec une grande quantité de données, ça peut vite devenir problématique. Camins n'a pas de problème de ce côté-là. C'est très simple d'appliquer le modèle Camins une fois entraîné sur de nouvelles données. Cette formation sur le clustering peut être un peu longue, donc si vous ne voulez pas perdre la référence, abonnez-vous maintenant à la chaîne. Si pour vous suivre une formation sur YouTube, c'est pas toujours le plus agréable, j'ai pensé à vous. J'ai créé un format texte de cette formation directement sur mon site web gratuitement. Pour y accéder, il y a un lien dans la description. Si également vous voulez regarder le document à tête reposée, que ce soit les slides ou le code dans cette formation, vous pouvez y accéder gratuitement également avec un lien dans la description. Sans plus de transition, allons découvrir le modèle du Camins. On est de nouveau ensemble pour découvrir un nouvel algorithme d'apprentissage et aujourd'hui c'est le Camins. Le Camins résout un problème de clustering, c'est-à-dire que nos données n'ont pas de label ou de classe. On va essayer de révéler les structures cachées de nos données en rassemblant les observations qui ont des comportements similaires. Pour une entreprise, ça peut être le moyen de mieux comprendre ses utilisateurs. Imaginons que j'ai ce tableau avec pour chacun de mes clients des informations sur leur nombre d'emails ouverts, le nombre de produits achetés et leur panier moyen. L'objectif du clustering est de créer un modèle qui prend en entrée ces données et qui en prédit des classes d'appartenance K pour chaque client. De cette manière, on peut repérer nos meilleurs clients que l'on souhaite servir au mieux et les clients les plus chiants avec qui on ne souhaite plus traiter. Pour la suite de notre exemple, on va seulement prendre les variables x1 et x2 pour que ce soit plus simple pour visualiser. Imaginons que l'on trace nos points avec les variables x1 et x3 que l'on vient de voir précédemment. L'objectif du Camins est de repérer ici un premier ensemble de données en rouge et un deuxième en bleu. Pour cela, il va se baser sur des calculs de distance. Par défaut, on utilise la distance euclidienne qui a cette expression mathématique. Mais il existe également la distance de Manhattan, de Minkowski et beaucoup d'autres en fait. Je recommande par défaut d'utiliser la distance euclidienne, mais si vous travaillez sur une problématique un peu différente et que vous pensez qu'une autre distance peut être plus utile à votre problème, n'hésitez pas à tester. Lorsque vous travaillez sur des modèles se basant sur les distances, veillez toujours à normaliser vos données pour qu'elles soient toutes sur la même échelle. Ici, je vous propose la standardisation. Donc on soustrait la moyenne et on divise par l'écart type, plutôt classique, mais si vous voulez, vous pouvez également utiliser la min-max normalisation. Maintenant passons au fonctionnement réel du Camins. On prend toujours le même exemple, on essaie de segmenter notre base client en fonction de l'ouverture de nos mails et du panier moyen de nos clients. Ici K égale 2, ça veut dire qu'on essaie de séparer notre jeu de données en deux clusters distincts. Pour initialiser notre modèle, on peut prendre deux points distincts dans notre espace ou prendre aléatoirement deux observations de notre jeu de données. On nomme ces points des centroïdes. Après l'initialisation, on va voir trois étapes clés que l'on va répéter inlassablement pendant tout l'entraînement de notre modèle. La première étape sera de calculer les distances. La distance entre quoi? Entre nos centroïdes et nos observations. On va commencer par calculer les distances pour notre centroïde rouge, puis pour notre centroïde violet. Étape 2, on va regrouper les observations dans le cluster du centroïde le plus proche. Donc on va s'intéresser seulement aux distances les plus courtes et on va colorer les observations pour les intégrer au cluster. Troisième étape, on va calculer les nouveaux centroïdes. Donc on va maintenant supprimer nos anciens centroïdes et calculer de nouveau pour chaque cluster. Pour l'ensemble violet que l'on observe, on n'a qu'une observation dedans. On peut calculer le centroïde de ce groupe, mais bon ici c'est assez simple à calculer. Le centroïde est égal à l'observation qui est au centre de son cluster. Pour l'ensemble rouge C2, on a 9 observations. On va calculer le centroïde mu2 qui sera la moyenne des valeurs de toutes les observations dans l'ensemble C2. Et on va positionner le centroïde rouge qui est au centre du cluster. Et c'est reparti pour une deuxième itération. On va à nouveau calculer les distances entre nos centroïdes et nos observations. Grâce à ces distances, on peut regrouper nos observations en classes. Donc on s'intéresse seulement aux distances les plus courtes. On change les observations de cluster en fonction de ces distances. Maintenant, étape 3, on supprime les anciens centroïdes et on calcule les nouveaux. Donc maintenant, dans l'ensemble violet C1, on a 3 observations. On calcule mu1 et on le place sur notre graphique. Maintenant, passons à l'ensemble rouge C2 qui contient 7 observations. On calcule mu2 et on place le centroïde sur le graphique. Et bim, c'est reparti pour un tour pour la troisième itération. Donc la même chose, on va commencer par calculer les distances, donc les distances entre le centroïde rouge et les observations, entre le centroïde violet et les observations. On va passer au regroupement des classes, on s'intéresse aux distances les plus courtes,
Maintenant, on va supprimer les anciens centroïdes et calculer les nouveaux. Dans l'ensemble violet C1, on a 5 observations. On calcule mu1 et on le place sur le graphique. Dans l'ensemble rouge C2, on a 5 observations. On calcule mu2 et on le place sur le graphique. On est reparti pour l'étape 4. Donc, sur la même chose, on va calculer les distances. D'abord rouge, ensuite violet. Ensuite, on fait le regroupement, on garde les distances les plus courtes. On supprime les anciens centroïdes, on calcule les nouveaux pour l'ensemble violet et pour l'ensemble rouge. Mais là, on se rend compte qu'entre l'étape précédente et l'étape actuelle, les valeurs des centroïdes n'ont pas été modifiées. Ce sont exactement les mêmes. Et donc ça signe la fin de l'entraînement. Et donc ça, c'est le modèle final des clusters finaux. Nous avons bien un modèle qui sépare notre jeu de données en deux classes. Cette fois, ce n'est pas comme le hierarchical clustering. Si nous avons de nouvelles données, nous avons juste à calculer les distances entre ces données et les centroïdes de nos clusters, et nous associons ces nouvelles données à la classe du cluster le plus proche. Voyons les pour et les contre du K-mean. Pour, il est simple à comprendre et à utiliser. Et également, sans réentraînement, il peut être appliqué sur de nouvelles données. Les contre, la valeur K est fixe, il faut donc effectuer un entraînement pour chaque valeur de K que l'on souhaite tester. Le K-mean est sensible à l'initialisation. Si on modifie l'initialisation du modèle, on peut tomber sur un modèle totalement différent et moins performant. Les valeurs aberrantes dans le jeu de données peuvent avoir un impact considérable sur le modèle final lors de l'entraînement du K-means. Le modèle du K-means est très performant sur les distributions sphériques, ce qui n'est pas forcément toujours le cas. On verra dans la prochaine vidéo le Gaussian mixture qui peut être appliqué sur des distributions plus complexes. Maintenant, vous savez tout sur la théorie du K-means. J'espère que mes schémas ont fait mouche et que vous avez compris globalement comment le K-mean fonctionne. S'il y a encore des points d'ombre sur son fonctionnement, ne vous inquiétez pas. Dans la suite de la vidéo, on va recoder le K-means from scratch et donc c'est le moment de découvrir toutes les petites subtilités que vous n'avez pas pu comprendre sur la théorie dans la première partie de la vidéo. Pour moi, recoder un algorithme from scratch, c'est le meilleur moyen d'être sûr d'avoir tout compris. Parce que une fois qu'on l'a codé, soit ça fonctionne, soit ça fonctionne pas. Si ça fonctionne, c'est qu'on a bien compris le concept. Et surtout, si vous n'appliquez pas maintenant vos nouvelles connaissances, il y a de fortes chances que vous les ayez oubliées dans quelques jours. Donc c'est parti. Donc nous voilà dans le notebook pour coder from scratch le K-means avec Python. On va commencer par importer les packages. Ensuite, on va créer notre jeu de données qu'on va initialiser 3 lois normales différentes pour générer 3 distributions différentes qui pourront être facilement séparables. On rassemble ces 3 distributions dans un même jeu de données qu'on va appeler Xtrain. On visualise notre jeu de données et on voit bien donc les 3 distributions que l'on vient de créer et qui sont assez facilement séparables et qui ont une forme sphérique. Maintenant, passons à ce qui nous intéresse ici, l'implémentation du K-means. On va commencer avec la première fonction, la fonction d'initialisation. Donc sans surprise, cette fonction s'appelle init. On a besoin d'un seul paramètre k qui sera le nombre de classes que l'on souhaite créer et que l'on va sauvegarder dans l'objet. On va en profiter pour initialiser une deuxième variable dans l'objet. Cette variable s'appelle centroid et sera initialisée à none. C'est cette variable qui, dans la suite du code, contiendra les centroïdes de chacune de nos classes. Je vous rappelle, les centroïdes, c'est les valeurs moyennes des observations de chacune des classes. Donc maintenant, on va tester cette fonction. Donc on initialise un k-means avec un k égale 2 et on a bien les valeurs 2 et none pour k et centroid. Donc tout est bon. On peut passer à la fonction suivante, le calcul des distances. Pour calculer les distances ici, on va utiliser la distance euclidienne. Je vous rappelle rapidement son expression mathématique. Comme ça, ce sera plus simple de l'implémenter dans le code. On fait un copier-coller de la classe précédente et donc on rajoute une fonction euclidienne distance qui est une static méthode. Ça veut dire qu'elle n'a pas besoin de variable de l'objet pour pouvoir fonctionner. Elle prend en argument un vecteur A et un vecteur B et le but ce sera de calculer la distance euclidienne entre ces deux vecteurs. Ici, c'est pas très compliqué, on a juste à transformer l'expression mathématique en expression informatique en utilisant NumPy. On va tester cette fonction, on voit qu'on a une petite erreur qu'on corrige rapidement et la fonction fonctionne bien. Maintenant, passons au calcul des distances des centroïdes. On fait un copier-coller de la classe précédente et on rajoute une fonction computeDistance. Le but ce sera de calculer les distances entre nos observations et les centroïdes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va parcourir tous les centroïdes et on va calculer la distance entre toutes les observations et les centroïdes. Dans distance matrix, on obtiendra autant de lignes que l'on a d'observations dans notre jeu de données d'entraînement et autant de colonnes qu'il y a de centroïdes, et dans chaque case, il y aura la distance entre cette observation et ce centroïde. Ici, on va juste utiliser un swap axis pour que le nombre d'observations soit en première dimension. On va tester cette nouvelle fonction. Ici, on initialise un K-means avec 2 classes. On crée aléatoirement 2 ensembles avec des indices de notre jeu d'entraînement. Avec ces 2 ensembles aléatoires, on va initialiser les centroïdes et on va calculer les distances entre nos données d'entraînement et les centroïdes. On a obtenu une matrice de dimension 302, 300 le nombre d'observations, et 2, le nombre de centroïdes. Maintenant, passons à la prochaine fonction, assigner les observations au centroïde le plus proche. On va faire un copier-coller de l'ancienne classe et on va ajouter une fonction predictCluster. Il prend en entrée la matrice de distance que l'on a précédemment calculée. Cette matrice de distance, je vous la rappelle, il y a autant de lignes que d'observations, et pour chaque colonne, on a la distance entre cette observation et le centroïde de ce cluster.
Ici, on va utiliser la fonction argmin de NumPy. Ce que ça va faire, c'est que pour chaque ligne, on va regarder l'indice de la valeur la plus faible. Donc on va avoir un entier pour chaque ligne. Cet entier sera l'indice du cluster avec la distance la plus faible. Donc on aura bien pour chaque ligne le cluster auquel l'observation doit appartenir. On va tester cette fonction. On initialise Camille avec deux classes. On prend deux ensembles d'indices aléatoires à partir du jeu d'entraînement. On initialise les centroïdes. On calcule les distances entre notre jeu d'entraînement et les centroïdes. Et en fonction de ces distances, pour chaque observation, on va prédire le cluster le plus proche. Maintenant, passons à la prochaine fonction, la visualisation du modèle. On va faire un copier-coller des classes précédentes et on va ajouter une fonction plotModel. Cette fonction aura en entrée x le jeu d'entraînement et pred la prédiction de chaque classe du jeu d'entraînement. On va utiliser une boucle for pour boucler sur chaque centroïde pour tracer les observations qui appartiennent à ce centroïde d'une couleur différente. Et on va également afficher sur ce graphique le centroïde de chaque cluster. On va tester cette nouvelle fonction, on va faire un copier-coller du test précédent et on va ajouter la fonction plotModel. Comme ça, on peut visualiser l'état du modèle après une itération. Ce qu'on peut voir, c'est que les fonctions codées jusqu'à présent ont l'air plutôt correctes, parce qu'après une itération, le modèle a l'air de bien s'entraîner. Maintenant, passons à la prochaine fonction. C'est la fonction predict qui va faire une prédiction pour chaque observation. Donc cette fonction, c'est juste une fonction qui va utiliser compute_distance et qui va utiliser cette distance pour faire un predict cluster. Donc ça va impacter les deux fonctions que l'on a réalisées précédemment. L'objectif, c'est de faciliter la vie à l'utilisateur. Il aura seulement utilisé predict plutôt qu'utiliser compute_distance et predict cluster. Maintenant, on va tester cette fonction. Donc, on voit que c'est bien plus simple pour prédire les clusters des observations. Maintenant, passons à la fonction calcul des centroïdes. On fait un copier-coller de l'ancienne classe et on va ajouter la fonction computeCentroid. Cette fonction prend en entrée cluster_vector et le jeu d'entraînement. On va utiliser une boucle pour parcourir nos centroïdes et on va remplacer la valeur du centroïde pour ce cluster par la moyenne des observations qui appartiennent actuellement à ce cluster. On va faire ça pour chaque centroïde pour mettre à jour les valeurs des centroïdes pour chaque cluster. Maintenant, testons la fonction. On fait un copier-coller de l'ancien exemple où on initialise un k-means avec deux classes. On initialise les clusters avec des observations aléatoires. On calcule les distances entre les observations et les centroïdes. On calcule à partir de cette distance pour chaque observation à quel cluster il appartient. Et donc, grâce à cette prédiction, on peut mettre à jour les valeurs des centroïdes. On voit à quoi ressemblent maintenant nos modèles avec les croix sur les centroïdes. Et on voit qu'en fait, pour une itération, c'est quand même pas mal. Le modèle est quasiment parfait pour deux clusters. Maintenant, passons à la prochaine fonction, la fonction d'entraînement. Sans trop de surprise, elle aura pour nom fit. Elle prendra en entrée le jeu de données d'entraînement et verbose. On va diviser le jeu de données d'entraînement en cas sous-échantillons. Avec ces cas sous-échantillons aléatoires, on va mettre à jour les centroïdes. On va initialiser une variable qu'on appelle lastCentroid et qu'on va initialiser à 0. Ça va nous servir pour notre boucle while. Tant que la valeur du dernier centroïde est différente de la valeur du centroïde mise à jour, on va continuer l'entraînement. Et lorsque d'une itération sur l'autre, les centroïdes n'ont pas été mis à jour, donc restent les mêmes, ça veut dire que notre modèle a convergé et qu'on peut arrêter l'entraînement. Au début de la boucle, on va sauvegarder les valeurs du centroïde en faisant une copie dans lastCentroid. On va prédire pour chaque observation à quel centroïde il appartient. Si verbose est égal à true, pour chaque itération, on va tracer le modèle pour savoir où on en est. Et finalement, on va mettre à jour les valeurs des centroïdes. Si les nouvelles valeurs des centroïdes est égales aux anciennes valeurs du centroïde, on a fini l'entraînement. Si ce n'est pas le cas, on est reparti pour une nouvelle itération d'entraînement. Maintenant, on va tester cette fonction. On va initialiser notre modèle de k-means avec trois classes. On va utiliser la fonction fit avec notre jeu d'entraînement avec verbose true. Allez, c'est parti. On peut voir que d'itération en itération, le modèle devient de plus en plus performant. Et les deux dernières itérations, les modèles sont les mêmes, donc on arrête l'entraînement. On pourrait s'arrêter là, mais non. Il y a encore quelques fonctions à ajouter, notamment le calcul de la distorsion. Donc on fait un copier-coller de l'ancienne classe et on va ajouter une fonction Compute Distortion. La distorsion, je vous le rappelle, c'est la métrique de performance qui nous permet de savoir combien de classes on va utiliser pour entraîner un modèle de clustering. On l'appelle distorsion ou SSE. On va prendre en entrée un jeu de données. On va utiliser la fonction predict pour prédire pour chaque observation à quel cluster il appartient. On va initialiser SSE qui sera égal à 0 à la base. On va utiliser une boucle for pour boucler sur chaque centroïde, chaque cluster. On va calculer la distance euclidienne entre les observations du cluster et le centroïde. On va calculer le carré de ces distances. On va faire la somme des distances au carré pour chaque observation. Et on va ajouter cette somme à notre score SSE. Et donc on retourne le SSE une fois que la boucle est terminée. Maintenant passons au test de cette fonction. Donc là on n'a plus besoin de visualiser notre modèle à chaque itération, on va mettre verbose égale false. Maintenant qu'on a notre fonction SSE, ce qu'on va faire c'est qu'on va entraîner un modèle de k-means avec des classes de 2 à 9. On va calculer la distorsion pour chacun de ces modèles. On va stocker cette distorsion dans distortion value et on va tracer un graphique, la valeur de distorsion en fonction du nombre de classes. Et on voit que ça ne marche pas du tout, il doit y avoir un problème quelque part, on regarde un petit peu dans la fonction. Et oui, ici j'ai mis un 1 au lieu d'un i, donc ça ne pouvait pas fonctionner.
Et maintenant, on a bien un bon graphique. Plus les classes augmentent, plus la distorsion baisse, ce qui est normal, parce que plus il y a de classes, plus les données sont homogènes dans leur classe. L'idée, c'est de trouver un bon compromis entre le nombre de classes et la baisse de la distorsion. Pour cela, on va utiliser la méthode du coude. Et ici, la méthode du coude nous donne 3. Donc le meilleur compromis ici, c'est 3. Donc c'est 3 que l'on va utiliser pour segmenter au mieux notre jeu de données. C'est fini pour recoder from scratch le Camine avec Python. Vous avez vu une partie sur toute la théorie, vous l'avez même recodé en Python. Je pense que le fonctionnement global de l'algorithme, là maintenant, c'est bien en tête. Le code qu'on vient d'écrire maintenant est très bien d'un point de vue pédagogique parce qu'il permet de bien comprendre tout le fonctionnement de l'algorithme du Camine. Mais par contre, il n'est pas du tout optimisé. Dans l'état, ce n'est pas un algorithme que l'on va entraîner pour résoudre des problèmes dans la vie réelle, d'un point de vue professionnel, ou même pour des projets perso. Pour ça, il y a une bibliothèque très optimisée qui s'appelle scikit-learn. Avec scikit-learn, vous pouvez entraîner des modèles professionnels que vous pourrez mettre en production en entreprise ou pour vos projets perso. Mais ce qui est le plus important quand on utilise scikit-learn, c'est de bien comprendre tous les paramètres disponibles dans cette fonction. Parce que si on prend des paramètres aléatoires, au mieux, on aura un modèle avec des performances moyennes, au pire, un modèle inutilisable. Donc pour moi, c'est le choix des différents paramètres, des différents arguments de la fonction de scikit-learn qui font la différence entre les différentes performances d'un modèle de clustering. Dans la suite de la vidéo, je vais vous expliquer comment entraîner des modèles de K-means avec scikit-learn et surtout à quoi servent tous les différents paramètres de cet algorithme. Allez, let's go découvrir le K-means avec scikit-learn. Et c'est parti pour découvrir ensemble comment utiliser la fonction K-means de scikit-learn. On commence par importer les différents packages dont on va avoir besoin plus tard. On importe les données iris qui contiennent des mesures de sépales et de pétales de 3 variétés d'iris différentes. Elles forment donc 3 groupes distincts avec des mesures différentes. C'est un bon jeu de données pour s'entraîner sur le clustering. On va séparer le jeu de données en ensemble d'entraînement et de test. On va normaliser les données pour que toutes les variables aient la même échelle. Et maintenant, on va pouvoir commencer à utiliser scikit-learn. On va commencer par déterminer le nombre de classes optimales pour séparer notre jeu de données. Donc on va utiliser ici une boucle for, avec ici un cas entre 2 et 9. La boucle va entraîner successivement des modèles avec un nombre k de classes allant de 2 à 9. Les modèles sont initialisés ici et entraînés avec la méthode fit du K-means. On va utiliser ici l'attribut inertia du modèle entraîné qui est le calcul de la distorsion ou encore appelé SSE du modèle. Plus le score est faible, plus le modèle de clustering est performant. Donc on va entraîner ces modèles. Donc là il y a un warning mais ce n'est pas grand chose. C'est seulement pour dire que dans les nouvelles versions du K-means avec scikit-learn, ninit va changer sa valeur par défaut de 10 vers auto. On va tracer maintenant la distorsion en fonction du nombre de classes. On peut voir que plus le nombre de classes augmente, plus la distorsion baisse. C'est tout à fait normal car plus le nombre de classes est élevé, plus les données sont homogènes dans leur classe. On va donc utiliser la méthode du coude pour choisir un bon compromis entre nombre de classes et baisse de la distorsion. Et on peut voir qu'on a 2 coudes. Un premier ici pour 3 classes, un deuxième ici pour 5 classes. Lorsque vous avez 2 coudes en clustering, prenez toujours le coude avec le moins de classes. Gardez toujours vos modèles et vos process le plus simple possible. Maintenant qu'on a le nombre de classes, on peut initialiser et entraîner notre modèle de K-means. Maintenant qu'on a entraîné notre modèle, on peut l'appliquer sur les données d'entraînement et les données de test. On peut voir que même quand on applique notre modèle sur des données qu'il n'a jamais vues, donc des données de test, le score de silhouette reste stable. Maintenant, place à la visualisation. Donc on peut voir les clusters créés en traçant des classes par les variables longueur de la pétale et longueur de la sépale. On voit que les clusters ont l'air cohérents. Et si on regarde les vrais groupes des observations basées sur leur appartenance aux différentes espèces d'iris, on peut voir que notre modèle a compris globalement la structure interne des données. Donc vous avez vu qu'utiliser scikit-learn pour entraîner des modèles, ce n'est pas très compliqué. Pourtant, la fonction a pas mal d'autres paramètres. Choisir des mauvaises valeurs pour les paramètres peut amener à entraîner au mieux un modèle peu performant, au pire un modèle inutilisable. On va voir ensemble à quoi servent ces différents paramètres pour la fonction de scikit-learn pour que vous puissiez entraîner les modèles les plus performants possibles. On prendra également du temps pour passer en revue les différents attributs mis à disposition par scikit-learn. On va commencer par ncluster qui détermine le nombre de clusters du modèle. Ici un exemple avec k égale 2, on a bien ici 2 clusters, et un exemple avec k égale 5. On a ici du coup 5 clusters. On a init, l'initialisation des modèles de K-means qui est normalement aléatoire. Mais scikit-learn propose K-mean++, une initialisation des premiers centroïdes pseudo-aléatoires qui assure une meilleure convergence du modèle. Dans le doute, je vous conseille de toujours laisser cette valeur par défaut. On l'a dit dans la théorie, le K-means est un modèle sensible à l'initialisation. On va donc entraîner plusieurs modèles d'affilée et garder celui qui nous donne la distorsion minimum, ici donnée par inertia. Donc ninit, ce sera le nombre de modèles que l'on va entraîner d'affilée. Si on teste, on peut ici entraîner un modèle avec ninit égale 1, donc on va entraîner seulement un modèle. On regarde l'inertie qui est à 65. Maintenant, on va faire la même chose, sauf que ninit est à 10, on va entraîner 10 modèles d'affilée et garder le meilleur.
L'inertia, donc la distorsion, est à 58. On voit qu'on a une augmentation significative de la performance en mettant ici N-init à 10. Par défaut c'est 10, si vous voulez vous pouvez l'augmenter si vous pensez que ça vaut le coup de faire plus d'essais pour obtenir un meilleur modèle. On passe au prochain paramètre, max iter. Max iter est le nombre d'itérations que le modèle va utiliser avant l'arrêt de l'entraînement. Par défaut c'est 300. Donc si après 300 itérations le modèle n'a toujours pas convergé, le modèle s'arrête de s'entraîner. Le prochain c'est toll. Toll est un paramètre pour stopper l'entraînement du modèle lorsque le modèle a convergé avant d'arriver à max iter. Parfois, le modèle, même s'il a convergé, continue de gagner quelques millièmes de performance à chaque itération. Mais ce n'est plus intéressant. Toll permet d'arrêter l'entraînement dans ce cas. Si la performance gagnée d'une itération à l'autre n'a pas été d'au moins la valeur de toll, alors l'entraînement s'arrête. Par défaut, toll est égal à 0,0001. Plus toll sera grand, plus on arrêtera vite l'entraînement. Plus toll sera petit, plus on continuera l'entraînement longtemps. Ici, on a verbose. Verbose contrôle le nombre d'informations auxquelles on a accès pendant l'entraînement. De base, il est à 0, donc on n'a pas beaucoup d'informations. Mais si on veut, on peut le mettre à 1. Quand on le met à 1, on voit l'entraînement de chacun des 10 modèles. Et on voit pour chaque modèle les différentes itérations et la baisse de l'inertie pour chaque itération. On a random state qui permet de contrôler l'aléatoire du modèle. Avec une valeur de random state fixe, on peut avoir des résultats reproductibles, ce qui est important dans la phase de test du modèle. On voit ici qu'on n'a pas de random states. Si on entraîne plusieurs fois le modèle, on a des modèles différents. Si ici on a un random state fixe, donc 1, 1, 1 ici, on a beau réentraîner le modèle, normalement le modèle reste le même à chaque fois. Donc les résultats sont reproductibles. On a copyX qui permet de travailler sur une copie de votre jeu d'entraînement, par défaut laissez cette valeur. Et on a algorithm qui permet de choisir l'algorithme d'optimisation pour l'entraînement du modèle. De mon point de vue, ça n'a pas toujours un impact incroyable sur le modèle, vous pouvez tester de changer si vous voulez. Moi souvent je garde l'algorithme par défaut. Maintenant vous comprenez comment chaque paramètre fonctionne. Il est temps de découvrir les différents attributs de cette fonction. On commence par Cluster Center. Ça nous permet d'avoir accès au centroid de nos clusters. C'est un des attributs les plus utiles de la fonction. De cette manière, on peut exporter, utiliser ou même les ajouter au graphique. Regardez ici, les croix, c'est les centroids de notre cluster. On a label qui retourne les labels du jeu d'entraînement. On peut très bien ici utiliser predict ou fit predict pour avoir l'info. Donc en général, ce n'est pas un attribut que j'utilise beaucoup. On a inertia. Inertia est la distorsion du modèle. C'est également un des attributs les plus utiles. Vous voyez que jusqu'à maintenant, j'ai déjà utilisé à plusieurs reprises. Donc on va constamment l'utiliser lorsqu'on veut faire des choix par exemple du nombre de clusters du modèle. Maintenant on a N-iter qui retourne le nombre d'itérations pour l'entraînement du modèle retenu. Ça peut être intéressant de savoir si on a atteint max iter lors de l'entraînement du modèle. Si c'est le cas, ça veut dire que le modèle n'a pas pu converger totalement et donc il faut faire très attention avec ce modèle. La plupart du temps on a un warning lors de l'entraînement si le modèle n'a pas convergé, ce qui mitige l'utilité de cet attribut. On a N-feater-in qui retourne le nombre de variables utilisées pour l'entraînement. Donc bon. On avait 4 variables dans le jeu d'entraînement, on aura ici nFeatureIn qui est à 4. Donc peu d'intérêt pour cet attribut également. On finit par FeatureNameIn qui retourne le nom des variables utilisées pour l'entraînement s'il y en a. Moi par exemple j'en ai pas mis, donc j'ai une erreur lorsque j'utilise cet attribut. Donc c'est tout pour l'utilisation de la fonction de scikit-learn. Maintenant vous avez toutes les cartes en main pour entraîner les modèles les plus performants possibles de clustering avec le K-means. On l'a vu dans cette vidéo, le K-means est plus intéressant que le hierarchical clustering parce qu'une fois entraîné, il peut s'appliquer à de nouvelles données sans réentraînement. Mais le K-means a un défaut, il est performant lorsque la distribution des données est sphérique. Dès que l'on applique sur des distributions qui sont un peu différentes, ça marche moins bien. Mais ne vous inquiétez pas, on a encore une carte dans notre manche pour entraîner des modèles sur ce type de distribution. On va voir dans la prochaine vidéo le Gaussian Mixture. C'est un modèle basé sur les probabilités cette fois, qui est un peu plus complexe, mais qui peut s'adapter à des distributions un peu plus complexes également. Pour la suite de la formation et découvrir le modèle de Gaussian Mixture, il y a juste à cliquer ici. On se retrouve de l'autre côté.